Bien, je pense qu'on va passer à la suite. Donc là, on a le séminaire de Elisabeth Charlex, qui est professeure au laboratoire interdisciplinaire de physique à l'Université Grenoble. Donc Elisabeth, en quelques mots, on s'est croisés il y a 30 ans. Elle faisait des expériences sur l'hydrodynamique des fluides confinés en machine de force, et elle a poursuivi depuis, construit une machine qui maintenant est à Grenoble, et a énormément travaillé sur les fluides aux petites échelles, mais sur beaucoup d'autres sujets, les colloïdes, l'interface, les milieux granulaires. La condensation capillaire. Et la condensation capillaire, ouais, comme j'ai cité tout à l'heure. Bon, Elisabeth, je te laisse le... Merci beaucoup. Donc, je suis très heureuse de vous parler aujourd'hui. Et l'IDERIC, dans son cours, a cité plein de raisons de s'intéresser au sujet dont je vais vous parler, qui est l'hydrodynamique des liquides confinés, enfin en tout cas quelques expériences sur l'hydrodynamique des liquides confinés. Donc bien sûr, c'est important dans le domaine de la vie, et du transport de l'eau et des ions à travers les membranes des cellules, qui sont totalement importants pour leur fonctionnement. Le devenir de l'eau et de la sève dans les plantes. Il y a aussi beaucoup d'applications industrielles, les écoulements dans les milieux nanoporeux, les écoulements dans les supercapacités et les batteries, et la nanofiltration, et puis il y en a d'autres. Et donc moi je vais commencer ici à introduire mon sujet en vous parlant du sujet qui actuellement m'intéresse en recherche et où l'écoulement de ces liquides confinés peut être une question. C'est la récupération d'énergie issue des gradients salins. Donc on sait que quand on mélange des fluides qui n'ont pas la même concentration en sel, on peut potentiellement récupérer une énergie de mélange qui correspond à l'entropie de mélange. Et donc, pour des conditions qui sont de l'eau de rivière et de l'eau de mer, eh bien, l'énergie qu'on peut potentiellement récupérer par mètre cube correspond environ à 0,8 kWh. Et donc, si on considère les réserves d'eau douce du monde, la totalité correspondrait à une énergie estimée à 2 terawatts, dont potentiellement peut-être 1 terawatt pourrait être exploité, mais elle n'est pas exploitée du tout aujourd'hui. Je ne crois pas beaucoup me tromper en disant que la consommation mondiale d'électricité en 2021, ramenée à l'heure, ça correspond à un peu plus de 3 terawatts. Donc c'est une ressource qui n'est pas négligeable. Et en fait, les techniques qui sont actuellement envisagées pour tenter de récupérer de l'énergie de ces gradients salins, c'est l'écoulement des fluides dans des membranes avec des pores de taille de l'ordre du nanomètre et des membranes dont les surfaces sont chargées, ce qui va permettre éventuellement de trier les ions et de récupérer cette énergie de mélange. Voilà. Alors, comme l'a dit tout à l'heure l'IDERIC, cette thématique est d'une façon générale l'écoulement de liquides dans des membranes et dans des systèmes chargés. C'est des idées qui ne datent pas d'hier. Ça a été proposé en fait au minimum lors du premier choc pétrolier dans les années 70. Et donc, à l'époque, il a été proposé en fait d'utiliser des membranes semi-perméables. Les membranes semi-perméables, elles ne laissent passer que l'eau. Et donc, quand on met deux solutions de concentration différentes, de part et d'autre d'une membrane semi-perméable, il se forme une pression osmotique. Donc, l'idée ici était d'utiliser ce flux osmotique qui va de la solution la moins concentrée vers la solution la plus concentrée, pour appliquer une pression contre ce flux osmotique de sorte à récupérer une énergie mécanique. Donc, d'où le nom de Pressure Retarded Osmosis, donc flux osmotique retardé par une pression appliquée. Dans le même ordre d'idées, et à peu près au même moment, il avait été aussi proposé
de récupérer cette énergie en utilisant des membranes, cette fois, qui sont sélectives. Donc, dans le langage des membranes, sélective, ça veut dire ça laisse passer un type d'ion, cation ou anion. Et également éventuellement de l'eau, tandis que la membrane semi-perméable, elle ne laisse passer que l'eau. Donc dans ces membranes, l'idée pour ces membranes semi-sélectives, c'est de s'équiper de membranes dont la sélectivité est opposée. Une laisse passer les cations, l'autre les anions, etc. Et entre ces membranes, on met les solutions également alternées, une solution qui est riche en électrolytes, l'autre qui est pauvre. Donc celle qui est riche en électrolytes, elle perd ses anions à droite et ses cations à gauche. Et celle qui est pauvre, elle reçoit les anions par la droite, elle reçoit les cations par la gauche. Et de ce fait, il y a un flux de cations qui va dans un sens, un flux d'anions qui va dans l'autre sens, et ça fait donc un courant qui peut alimenter une charge électrique et donc générer de la puissance électrique. Et donc ça, c'est appelé électrodialyse inverse, parce qu'en fait, dans l'électrodialyse, on fait l'inverse. On applique un potentiel pour forcer l'écoulement de ces anions et de ces cations qui, avec cet arrangement, ne peut se faire que dans un sens et qui donc va forcément alimenter la solution riche en ions et appauvrir la solution qui est déjà pauvre et donc conduire à la dialyse ou à de la désalinisation. Voilà. Donc ça avait été proposé au niveau du premier choc pétrolier et les théories étaient aussi élaborées à l'époque, donc des théories qui sont basées complètement sur l'hydrodynamique macroscopique et le transport macroscopique. Donc ces théories macroscopiques, lorsqu'on les décline par exemple dans un capillaire, mais en fait a priori ça peut aussi se décliner dans n'importe quelle géométrie, elles se composent d'une théorie pour l'écoulement du liquide qui va donc faire intervenir l'équation de Navier-Stokes, mais en fait pour des petits pores ici, le terme de Navier il n'est pas important, donc on n'a qu'une équation de Stokes. Par contre, qui fait intervenir ici une force en volume, puisqu'on a un fluide en fait qui va comporter des contre-ions et donc qui va être donc chargé, qui va être sensible à l'application d'un champ électrique, qui éventuellement pourra en générer. Et puis il y a des lois macroscopiques donc de diffusion avec une loi de Fick et de migration sous l'effet du champ électrique, avec ici une loi d'Einstein pour relier la mobilité des ions et puis leur coefficient de diffusion, et bien sûr la convection par le champ hydrodynamique, et enfin, bien sûr, l'équation de Poisson de l'électrostatique qui est à la fois macroscopique mais aussi microscopique en fait. Voilà. Et donc, sous l'effet de cette théorie macroscopique linéarisée, eh bien, il a été décrit donc, dans ces années des équations de transport globales à travers la membrane qui relient les flux, donc flux en volume, en concentration et en courant, donc en charge, par rapport aux forces appliquées qui sont une différence de pression, un gradient de concentration qui va donner une différence de pression osmotique et éventuellement une différence de potentiel. Et selon quels sont les champs qu'on applique ou les gradients qu'on applique, eh bien, ces équations linéarisées donneront des caractéristiques linéaires de transport exploitables pour récupérer de l'énergie. Donc ici, par exemple, si on exploite un gradient salin, on pourra appliquer une contre-pression et récupérer un flux en volume et donc récupérer une énergie mécanique ici. Par contre, si on exploite plutôt avec une membrane sélective, eh bien, on pourra récupérer un courant électrique contre un potentiel appliqué et récupérer, donc avoir une caractéristique de générateur linéaire. Et voilà. Et donc, en fait, à cette époque-là, tout cela a été décrit et mis en équation avec donc
une théorie pour, comment dirais-je, calculer les coefficients qui sont importants en pratique lorsqu'on parle d'un dispositif d'énergie, c'est-à-dire éventuellement une efficacité énergétique et surtout une densité de puissance. Voilà. Et donc tout ça dépend de ces coefficients, et ces coefficients sont calculés dans le cadre de la théorie macroscopique. C'est un peu lourd, mais il n'y a rien de mystérieux. Et donc sur la base de ces théories, on pouvait s'attendre à des choses qui soient très efficaces et qui marchent bien, sauf qu'en fait, en pratique, dans les membranes, eh bien, les densités de puissance qu'on récupère, là, je ne dois pas avoir la bonne mise en page parce que tous mes slides sont recouverts. Enfin bref, bon. Les densités qu'on récupère sont de l'ordre du watt par mètre carré. C'est la quantité qu'il faut garder en tête. Et le watt, alors quel que soit le système, un PRO ou électrodialyse inverse, et encore, c'est sans prendre en compte les pertes. Et le watt par mètre carré, c'est pas économiquement exploitable parce que ça demande des kilomètres carrés de membrane pour arriver à faire tourner des choses un peu, qui sont d'utilité. Et donc, il avait été conclu à l'époque que ça n'était pas économiquement viable, et aujourd'hui, ça reste en fait une question avec des startups donc, qui se développent pour essayer de faire mieux. Et c'est dommage en fait, parce que si on se base sur cette théorie macroscopique de ces membranes, eh bien, cette théorie classique, elle prédit beaucoup plus. Elle prédit beaucoup plus, et donc on peut se demander s'il y a un problème avec la théorie classique des écoulements et du transport dans des nanopores. Et qu'est-ce qui peut effectivement être un problème pour récupérer des densités de puissance qui soient exploitables? Alors, ici, je vais vous parler d'expériences d'hydrodynamique qui ont été faites sur des nanopores. Alors moi, mes nanopores, en fait, seront plutôt des nanos, en anglais, c'est nanoslit, en fait, des nanotranches, où le confinement est dans une direction et où on a de l'espace dans les deux directions, dans les deux autres directions. Voilà, donc je vais vous parler d'abord de ça. Et donc, ici, les premières expériences qui ont été faites dans cette ligne, de mon point de vue, ont été faites dans les années 85 par Chan et Horn, qui ont eu l'idée d'utiliser des forces de surface. Donc les forces de surface, les appareils de mesure de force de surface, c'était des appareils qui étaient destinés à l'origine pour être capables de mesurer des interactions entre des surfaces en les approchant avec des distances qui sont contrôlées à l'échelle de l'angstrom. Et évidemment, pour ça, déjà, il faut commencer à contrôler la surface elle-même à l'échelle de l'angstrom, et pour ça, ils utilisaient du mica clivé, donc lisse à l'échelle atomique, et recollé ensuite sur des cylindres dont le rayon de courbure est grand, donc le rayon de courbure du cylindre ici est de l'ordre du centimètre, de sorte qu'en mettant deux cylindres croisés, comme ceci, eh bien, on obtienne en fait un pore qui est confiné dans l'axe des Z et qui est très large dans l'autre dimension. Et ce pore, donc, est limité par des surfaces ici qui sont non seulement lisses à l'échelle atomique, mais également cristallines. Et puis, pour mesurer la distance, l'arrière des faces est équipé avec un réflecteur ici, de sorte à pouvoir utiliser une méthode interférométrique à ondes multiples et à pouvoir donc mesurer la distance entre ces surfaces à l'échelle de l'angstrom. Et vraiment, l'angstrom y était, là, il n'y a aucun problème. Et donc, ce qu'ont fait Chan et Horn, c'est d'utiliser ce système pour mesurer des forces. Une des surfaces est montée sur un élément élastique, et donc en mesurant la déflexion et en mesurant par la constante élastique, on a accès à la force. Et donc ce qu'ont fait Chan et Horn, c'est qu'ils ont mesuré des forces en régime dynamique
où une surface est d'abord éloignée de l'autre et ensuite elle est laissée relaxer. Et à ce moment-là, en mesurant la force sous l'effet de la variation de distance entre la surface, ils ont écrit des équations hydrodynamiques classiques et ils ont pu tester la validité ou pas la validité de l'hydrodynamique classique. Et ils ont conclu, pour des liquides qui sont des alcanes et des liquides organiques simples, que, comme l'a dit Lidéric tout à l'heure dans son exposé, que les lois classiques de la lubrification marchent jusqu'à un confinement de 5 nanomètres. Et leur précision était telle qu'ils ont été capables également de montrer qu'il y avait une couche moléculaire bloquée au mur qui ne coule pas. Et dans leur cas, les molécules étaient de taille toujours supérieure à l'angstrom, et donc la présence de cette couche moléculaire n'est pas à mettre en doute. Ils avaient vraiment la résolution pour la mettre en évidence. Alors, pour des tailles qui étaient plus petites que 5 nanomètres, ce qu'ils ont observé correspond à ce que Lidéric nous a montré tout à l'heure, c'est-à-dire qu'ils ont observé des forces, en fait, ici, des forces à l'équilibre. Je vous parle ici à gauche de forces à l'équilibre, des forces qui présentaient des oscillations en fonction de la distance et qui donc ont été interprétées comme une mise en couche des liquides sous l'effet de forces structurales à l'intérieur des liquides oscillantes par rapport au nombre de couches. Voilà. Et lorsque en dynamique, ils ont voulu faire progresser les surfaces à l'intérieur de ces forces oscillantes, ils ont observé une hydrodynamique, un drainage qui procède par étapes discrètes, c'est-à-dire que les couches sont éjectées les unes après les autres. Et donc ceci arrive pour des distances qui sont de l'ordre de 5 nanomètres ou moins. Et ces couches éjectées, ici, n'obéissent pas bien à ce qu'on aurait pu prédire avec de l'hydrodynamique macroscopique en y rajoutant une surcouche de force mesurée par ailleurs. Voilà. Donc ça, c'était l'état des lieux en 1985. Et dans les années 90, une nouvelle génération de machines à force de surface a été construite en France à l'École centrale de Lyon par l'équipe de Jean-Marie Georges. Et cette nouvelle génération consistait à mesurer non pas seulement des forces statiques et dynamiques, mais à forcer un écoulement en faisant des vibrations de toute petite amplitude, comme ce qui se fait maintenant en microscopie à force atomique, et en mesurant la force-réponse à la fréquence excitatrice par une détection synchrone. Donc cette force-réponse, en fait, elle se caractérise par une amplitude et une différence de phase par rapport à l'excitation. Et donc on peut en l'écrivant sous forme d'un nombre complexe, on peut la décrire par une quantité complexe qu'on appelle impédance hydrodynamique. Et cette quantité complexe, elle fait apparaître une partie de la force qui est en phase avec l'excitation, qui va être donc conservatrice et qui est une raideur, et une partie de la force qui est en quadrature de phase, c'est-à-dire qu'elle est plutôt en phase avec la vitesse, donc c'est une composante dissipative qui est un amortissement. Voilà. Donc en fait, avec cette génération, on peut mesurer 3 choses. On peut mesurer une force d'équilibre et puis on peut mesurer une réponse linéaire à un forçage. Voilà, donc là, les expériences dont je vais vous parler, elles ont été faites avec une machine de ce type, dont je comprends pas pourquoi ça me fait ça, dont les caractéristiques ici, en résolution, correspondent en fait au niveau de la dynamique à une résolution de l'angstrom, et qui permettent également, au niveau de la fréquence, de sonder une plage de fréquence qui va de quelques hertz jusqu'à 300 hertz.
pour varier les temps donc, de l'étude. Alors, qu'est-ce que permettent de mesurer ces forces de surface? Donc, on mesure des forces, donc en fait, on mesure des pressions, et l'intégrale des pressions sur les surfaces qui limitent le fluide confiné. Dans les deux cas, ce sont des pressions. À l'équilibre, c'est une pression de disjonction, dont Lydéric a parlé, qui est donc la dérivée d'une énergie par unité de surface, et qui doit être intégrée donc, sur la surface. Et puis, dans le cas dynamique, on a la somme de cette pression de disjonction statique et puis d'une pression dynamique qui doit être appliquée pour chasser le fluide ou le ramener selon la phase du mouvement où on est. Et donc cette intégrale sur les surfaces, en fait, elle peut être, dans le cas où le rayon de la sphère ou des cylindres est grand par rapport à la distance d'étude, eh bien elle peut être ramenée à une intégration sur la direction qui est perpendiculaire aux surfaces. Voilà. Donc ça s'appelle en gros la propriété de la croûte du pain, c'est-à-dire que si on prend un pain sphérique et puis si on le coupe en tranches d'égale épaisseur, tout le monde reçoit la même quantité de croûte. Et donc, en utilisant cela, on arrive donc à interpréter la force de façon assez simple. Donc, dans le cas de la force d'équilibre, en intégrant, on va tout simplement obtenir que la force est proportionnelle à l'énergie entre les surfaces, des surfaces planes séparées par la même distance. C'est ce qu'on appelle l'approximation d'Eriagine et qui a permis d'étudier avec pas mal de précision ici les forces entre les surfaces parce que le problème de la forme de la sonde était réglé. Et dans le cas dynamique, en fait, il va falloir qu'on fasse une hypothèse de linéarité, puisqu'on mesure une réponse linéaire. Donc linéarité ici entre le gradient de la pression et la vitesse moyenne à un endroit quelconque dans la tranche du fluide. Donc cette hypothèse de linéarité, elle va faire intervenir une perméabilité effective. Cette perméabilité effective, elle va contenir tout ce qui arrive dans le fluide qui est linéaire, donc glissement à la paroi éventuel, structuration du fluide, viscosité non uniforme, etc. Tout est compris là-dedans à partir du moment où on a une réponse linéaire. Et à partir de ça, comme on doit intégrer la pression et qu'on part d'un gradient de pression, la réponse dynamique, elle est obtenue par une double intégration de cette perméabilité, ici, effective. Voilà. Alors, la situation de référence pour la force dynamique, c'est quand on a un liquide newtonien, on n'a pas de force en volume, on n'a pas de glissement sur les surfaces. Dans ces conditions, on a un écoulement de Poiseuil en chaque endroit, et la perméabilité d'un écoulement de Poiseuil, c'est bien connu. C'est en carré de l'épaisseur divisé par 12 fois la viscosité. Et donc, si on intègre 2 fois l'inverse de cette perméabilité, on obtient l'impédance hydrodynamique ici, qui est inversement proportionnelle à la distance entre la sphère et le plan, proportionnelle à la fréquence, proportionnelle à la viscosité, et bien sûr purement dissipative. Donc ça veut dire que si on trace l'inverse de l'amortissement, on doit trouver, dans le cadre de la théorie macroscopique, une quantité mesurée qui va être proportionnelle à la distance, qui doit être proportionnelle à la fréquence, qui va nous permettre de déterminer la viscosité et qui nous permettra aussi de vérifier où se trouve la condition de non-glissement, puisqu'on est censé avoir quelque chose qui est linéaire par rapport à la distance entre la sphère et le plan. Donc ici, c'est ce qu'on obtient avec des liquides organiques. Ici, c'est de l'hexadécane, entre des surfaces qui, pour nous, ici, sont des surfaces de pyrex flambé. Donc, pyrex flambé. Donc ici, sur ce graphe, ce que vous voyez, c'est en noir. Ici, c'est la force d'équilibre. Donc cette force d'équilibre, elle va avoir une attraction, ici,
Et ensuite, lorsque les surfaces sont au contact, on va avoir une répulsion importante qui correspond à la loi de Hertz entre les surfaces lorsqu'on emboutit une surface contre l'autre. En rouge, c'est l'inverse de l'impédance hydrodynamique, en fait, plus exactement l'inverse de la partie dissipative. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, on a bien quelque chose qui est proportionnel à la distance, qui est proportionnel à la fréquence. Ici, j'ai tracé l'inverse, donc c'est inversement proportionnel à la fréquence. À basse fréquence, c'est raide, et puis à fréquence importante, c'est plus plat. Et puis, lorsqu'on agrandit ici à l'échelle du nanomètre, eh bien, on voit en fait que la droite ici se prolonge en fait jusque à l'endroit où notre force commence comment dire, notre force de Hertz commence à être active. Voilà. Donc sur cette base-là, on voit qu'effectivement, l'hydrodynamique macroscopique semble être vérifiée jusque quasiment à l'échelle du nanomètre. Notez ici que ce que je vous montre finalement est quand même assez différent de ce que je vous ai montré tout à l'heure ici, hein, puisque je ne vous montre pas de force oscillante et je ne vous montre pas de drainage par step. Donc j'y reviens. Voilà. Alors ici, vous voyez quand même que lorsqu'on est près du contact, à des distances de l'ordre de 4 nanomètres et moins, on voit que les points expérimentaux, ils s'éloignent de la tendance que l'on a lorsqu'on est plus loin. Ils sont au-dessus, d'accord ? Donc comme ils sont au-dessus, en fait, eh bien, et qu'on a tracé l'inverse d'un drainage, ça correspond plutôt à une sous-dissipation. D'accord. Et on pourrait penser qu'ici, l'hydrodynamique macroscopique ne marche pas si bien que ça. Ben, en fait, ce n'est pas le cas, parce que ce qui se passe ici, c'est que la pression visqueuse nécessaire pour pousser le fluide devient tellement importante que même avec nos surfaces de verre, dont l'élasticité est quand même de plusieurs dizaines de gigapascales, eh bien, cette pression est capable de déformer les surfaces. Et ça, on le voit parce que si on trace la partie qui est la raideur, eh bien, on voit que cette raideur n'est pas nulle. Non seulement elle n'est pas nulle, mais on voit un effet ici de saturation lorsqu'on s'approche du contact, et typiquement à, ici, pour nous, une distance de l'ordre de 4 nanomètres. Et en fait, cette raideur et cette saturation, ça n'est pas lié à des changements de propriété du fluide, c'est lié aux surfaces confinantes. Donc, on doit faire intervenir l'élasticité finie des solides, ici. Alors, l'élasticité des solides et la déformation des surfaces qui en résultent ne peut pas s'expliquer simplement par une perméabilité locale comme je l'ai fait tout à l'heure, parce que l'élasticité, c'est un effet non local, c'est-à-dire si on a une pression à un endroit, ça déforme partout ailleurs. Mais c'est quand même un effet linéaire, et donc on peut le prendre en compte, c'est-à-dire qu'en pratique, ce que font les mécaniciens, c'est qu'ils travaillent dans l'espace de Fourier, et donc là, les équations deviennent linéaire et locale par rapport à la variable de Fourier. Et donc, au final, on peut écrire notre impédance hydrodynamique sous la forme de sa composante de référence, ici, que multiplie une correction. Et cette correction, en fait, elle fait intervenir l'élasto-hydrodynamique, et donc un noyau intégral qui décrit la façon dont la pression à un endroit va déformer l'interface à d'autres endroits. Voilà. Et donc tout cela se calcule en fait de façon analytique et on obtient ici en trait continu ce que prédit cette théorie élasto-hydrodynamique. Et cette théorie élasto-hydrodynamique, elle correspond parfaitement aux points expérimentaux, c'est-à-dire qu'en fait ce qu'on a comme déviation ici ne correspond pas à un changement de propriété du liquide, mais ça correspond en fait à une interaction élastique du liquide avec la surface.
Voilà, j'ai deux commentaires par rapport à ça. Le premier, c'est que cet effet, il est en fait important. C'est-à-dire que même avec des surfaces qui sont aussi rigides que 60 gigapascales, eh bien, on va pouvoir avoir des petites déformations de surface. Et ces petites déformations de surface, même si elles sont petites en amplitude, ici, vous voyez le calcul de la déformation de la surface par rapport à l'amplitude du mouvement qu'on a appliqué. Et en fait, lorsque on est prêt, eh bien, cette déformation, elle devient éventuellement égale à l'amplitude du mouvement qu'on a appliqué, c'est-à-dire qu'en fait, le liquide ne coule plus. Tout ce qu'on applique en termes de déformation, d'excitation, passe dans la déformation des surfaces. Et l'effet se fait sentir très loin, même lorsque cette déformation atteint des dizaines de picomètres et moins. Donc en fait, ça c'est pour dire que les liquides confinés, à un certain point, ils ne sont pas tout seuls, ils n'ont pas une propriété tout seuls. Leur propriété dépend de la façon dont ils sont confinés et leur propriété dépend des surfaces confinantes. Alors, Lydéric en a parlé et d'après le plan du cours, il en parlera aussi pour l'électrostatique, il en parlera pour les transferts quantiques pour la friction, mais ça c'est un exemple assez banal finalement d'interaction du couplage en fait du liquide confiné avec la surface confinante. Et ici je veux revenir aux premières expériences qui ont été faites en lame de mica et où on a vu pour la première fois dans la communauté apparaître ces forces oscillantes. Eh bien en fait ces forces oscillantes, ça n'est pas une caractéristique du liquide tout seul. Les lames de mica sont des lames qui sont assez souples parce qu'en fait elles sont collées sur le verre et donc le système en fait a une élasticité, il est beaucoup plus souple que le verre massif que nous utilisons et quand on regarde en fait l'expérience par-dessus, parce que le mica il est transparent, eh bien on voit très bien que quand on est dans ce régime de force oscillante, la surface elle suit les escaliers du liquide. Et donc, en fait, il y a une interaction entre l'élasticité de la surface et le liquide qui fait que on ne peut pas parler ici d'une caractéristique du liquide tout seul. Voilà. Voilà. Donc, ici, la conclusion que l'on peut tirer de ces expériences, c'est que ma foi, tout s'explique dans le cadre de théories de milieu continu. Alors maintenant, muni de ça, on peut se poser la question de la condition limite du liquide sur la surface. Est-ce qu'il est approprié d'utiliser une condition de non-glissement qui est utilisée en général en mécanique des fluides macroscopiques et qui a notamment été recommandée par Stokes, et qui a été adoptée essentiellement sur la base du fait qu'elle marche extraordinairement bien à l'échelle macroscopique et pour les fluides simples. Ou est-ce qu'on peut avoir des choses plus compliquées avec un glissement du liquide sur la surface? Et ça, en fait, c'est la façon dont avait posé à l'origine Navier la condition limite pour écrire les équations de l'hydrodynamique, donc en introduisant une linéarité entre la contrainte tangentielle ici et la vitesse de glissement qui est susceptible de se développer sous l'effet de l'application de cette contrainte tangentielle. Donc si on pose ici une linéarité au niveau de la surface, eh bien on peut en déduire par une construction géométrique l'existence d'une longueur de glissement. Donc la construction géométrique ici utilise le fait que la contrainte est pour un fluide newtonien, c'est pour tous les fluides, mais c'est le produit de la viscosité et du taux de cisaillement, et le taux de cisaillement représente ici la pente de la variation de la vitesse avec la distance normale à l'interface. Et donc si on prolonge cette pente, eh bien, la vitesse apparente s'annule à l'intérieur du solide et la longueur ici apparente de la position de la vitesse nulle se situe
à une distance égale à la viscosité divisée par le coefficient de friction au-dessous de la surface. Donc cette longueur de glissement, en fait, elle est issue du rapport d'une propriété de volume qui est la viscosité, qui est une propriété de friction à volume, et d'une propriété de friction de surface. Et donc comme il y a un volume et une surface, ça fait une longueur. Voilà. Donc avec la mesure de force de surface, pour étudier en principe une longueur de glissement, il faut connaître la perméabilité d'une couche de liquide ici qui glisse sur une surface. Et donc il y a une petite subtilité ici à laquelle il faut faire attention, c'est que la notion de longueur de glissement, ça va bien, mais enfin ça ne peut pas être utilisé par exemple pour dire « Oh, j'ai une longueur de glissement B, donc je dois augmenter l'épaisseur de mon fluide par une quantité de B ». Ça ne marche pas, parce qu'en fait, la longueur de glissement, ici, ça correspond en fait à une extrapolation linéaire du profil de vitesse. Et donc, notre profil de vitesse ici, dans un écoulement de Poiseuil entre deux surfaces glissantes, c'est un Poiseuil avec des oreilles droites, si j'ose dire. Ce n'est pas un Poiseuil qui se continue jusqu'au bout. Et donc ça a une conséquence sur la perméabilité. La perméabilité, ce n'est pas l'épaisseur du fluide augmentée de 2 fois la longueur de glissement, c'est un tout petit peu plus compliqué que ça. Et donc, lorsqu'on l'intègre 2 fois après avoir pris son inverse, on n'obtient pas simplement ici une distance hydrodynamique qui est augmentée de 2 fois la longueur de glissement, une fois de chaque côté par les surfaces. Le correctif ici est plus compliqué. Mais enfin, c'est jamais que l'intégrale, la double intégrale de l'inverse de cette fonction. Et donc, lorsque on mesure, enfin, lorsque on va tracer ce à quoi on s'attend, ici, eh bien, ce à quoi on s'attend, ça n'est pas l'inverse de l'amortissement, n'est pas une simple droite qui va s'extrapoler à l'intérieur du solide. C'est quelque chose, ici, qui a une tête un petit peu plus compliquée. Ce à quoi on s'attend, c'est un inverse de l'amortissement qui finit par s'annuler lorsque les deux surfaces viennent en contact. Donc on aura en fait une détermination du vrai zéro dynamique, qui est le contact entre les vraies surfaces, et une longueur de glissement ici qu'on obtiendra en regardant comment on converge ici vers ce zéro hydrodynamique. Voilà. Et donc ça, ce sont des expériences que nous avons pu faire en mesurant en fait l'écoulement de l'eau entre des surfaces d'une part qui sont du pyrex nu et d'autre part du pyrex couvert par un traitement d'oxy de silane, en fait, de trichlorosilane, donnant à la surface un angle de contact de 110 degrés qui la rend hydrophobe. Et donc sur les surfaces hydrophobes, on a pu voir qu'effectivement, on a la présence de glissement ici, avec une friction hydrodynamique qui correspond bien à la forme attendue par rapport à une longueur de glissement ici constante entre les surfaces. Voilà. Donc ce que vous voyez ici, c'est que en fait, l'amplitude de ce glissement, donc ici ce sont des nanomètres sur l'axe des distances, et donc l'amplitude de ce glissement est de l'ordre de la vingtaine de nanomètres pour ces surfaces particulières et ces surfaces hydrophobes. Et en fait, en utilisant des surfaces de différentes hydrophilies ou hydrophobicité et en comparant nos résultats avec des résultats obtenus par d'autres groupes, il a apparu une corrélation assez importante en fait, entre la longueur de glissement et l'angle de contact du liquide sur les surfaces afférentes. Donc ici, ce sont des surfaces plates où le confinement n'existe que dans une dimension.
Et ici a été reporté des simulations de dynamique moléculaire qui sont effectuées également sur des surfaces qui sont plates, avec des liquides de Lennard-Jones ou des liquides plus compliqués, et qui montrent également une tendance de la longueur de glissement à dépendre de l'hydrophobie des surfaces, avec un effet qui reste quand même plus faible au niveau de ces approches numériques que ce qu'ils ont été trouvés dans les expériences. Donc ça, en fait, c'est un petit peu ce qu'on peut dire sur des surfaces qui sont plates. Depuis, il y a eu beaucoup d'autres expériences qui ont été faites avec des surfaces qui, cette fois, ne sont plus plates, mais où le confinement est à 2 dimensions, c'est des nanotubes, et où des déglissements beaucoup plus importants ont été trouvés. Et voilà, j'ai compris que c'était un sujet futur pour le cours. Ceci n'est largement pas la fin de l'histoire en matière de compréhension du glissement des liquides sur les surfaces, mais ça illustre en fait les étapes nécessaires pour mesurer ces effets. Alors, lorsqu'on arrive à ce point, eh bien, ce qu'on a montré et ce qu'on peut voir, c'est que l'hydrodynamique des liquides confinés est assez bien décrite et décrite de façon assez robuste jusqu'à des petites échelles qui sont en pratique. Alors, qu'est-ce qu'elles sont en pratique, ces échelles ? Comme je vous ai dit ici, je ne pense pas que l'on puisse répondre à cette question sans prendre en compte les caractéristiques mécaniques des surfaces confinantes. Ici, c'est clair dans le cas des lames de mica, mais pour nos expériences ici, ce que je vous ai montré n'est pas en fait que l'hydrodynamique est bien vérifiée jusqu'à la taille du nanomètre, parce qu'en fait, lorsque on confine le liquide à moins de 4 nanomètres, ce que l'on mesure, en fait, n'est plus un écoulement du liquide, c'est une déformation élastique des surfaces. Donc, en fait, ce que je peux vous dire, c'est qu'au-dessous de 4 nanomètres, l'élasticité macroscopique du Pyrex, ça marche bien. Voilà, c'est tout. Mais je n'ai pas fait couler le liquide. Donc, voilà, mais à part ça, les lois des milieux continus semblent être quand même extrêmement robustes jusqu'à l'échelle de, on va dire, quelques nanomètres. L'échelle de quelques nanomètres, c'est aussi celle qui prévaut dans les membranes, pour revenir à ma problématique du départ. Et donc, ce qu'on a montré ici, c'est qu'il n'y a pas tellement de raison, de la part de l'écoulement de liquide confiné, de s'attendre à ce que les théories macroscopiques ne marchent pas. Et donc, il n'y a pas tellement de raison de penser qu'on ne puisse pas récupérer des puissances très importantes dans les membranes. Et effectivement, c'est ce qui a été montré par différents types de mesures. Donc ici, par exemple, ce sont une expérience qui a été faite en 2013, où un nanopore a été mis dans une membrane et scellé dans une membrane, et les propriétés de transport, en tout cas la conductivité électrique et les propriétés de transport électrique, ont été mesurées à travers ce nanotube, soumis donc à des différences de potentiel, des gradients salins et des différences de pression. Et donc, ce qu'il a été montré ici par les auteurs, en termes de récupérer du courant électrique et donc de la puissance, sous l'effet d'un gradient salin, c'est la possibilité de récupérer de très grosses puissances. Alors ici, la puissance récupérée a été divisée par la section du nanotube, hein, puisque a priori c'est la section du milieu ici, et les densités de puissance récupérées sont de 4 kW par mètre carré. Et 4 kW par mètre carré, c'est à la fois 1000 fois plus que ce que font les membranes actuelles, mais c'est aussi en fait parfaitement ce que prédit la théorie macroscopique sur ces nanotubes, et c'est d'ailleurs ce qu'expliquent les auteurs dans leur papier. Ils utilisent des théories macroscopiques et ils aboutissent à ce chiffre sans problème.
Et ça a été également montré par la suite dans une expérience que Lidéric a également citée tout à l'heure, donc un trou unique dans une membrane de disulfure de molybdène ici. Donc la membrane ici est encore beaucoup plus fine. On n'est pas sur un nanotube qui fait 1 micron de long, on est sur une membrane qui fait moins du nanomètre d'épaisseur. Donc le gradient salin ici est énorme parce qu'il s'établit sur une toute petite épaisseur. Et en fait, les auteurs ont mesuré ici des densités de puissance du mégawatt par mètre carré. Et là, ça commence évidemment à devenir tout à fait intéressant, le mégawatt par mètre carré, parce qu'avec une feuille de papier, vous faites tourner votre maison. Et donc, voilà. Donc, et ça, c'est des choses qui sont compatibles, a priori, avec les équations de transport tout à fait macroscopiques, dès lors qu'on a des charges de surface suffisamment importantes sur ces matériaux. Alors, bon, il reste quand même... alors ça fera bien sûr partie de beaucoup de cours qui vont venir, mais ce que je voudrais continuer ici, c'est sur le problème de l'interaction du liquide confiné avec le reste du monde. Et ici, il a été quand même montré qu'il y a un problème lorsqu'on met plusieurs pores ou plutôt lorsqu'on essaye de mettre ces pores dans des membranes pour construire en fait à partir de ces trous ou de ces pores une membrane faite de beaucoup d'objets mis comme ça en parallèle. Et donc il a été observé en fait qu'il y a une perte de puissance qui est observée par rapport au pore unique et qui est attribuée à le fait que le liquide confiné ou le nanopore unique en fait doit être interfacé avec le milieu macroscopique et que ce faisant il apparaît donc ici des effets qui vont se tenir à la jonction en fait entre le liquide confiné et le réservoir macroscopique. Donc ces effets, ce sont des effets d'accumulation d'ions qui sont déversés en grande quantité par le nanopore lorsqu'il conduit. Et donc ces accumulations d'ions vont effectivement créer des champs adverses. C'est connu sous l'effet de polarisation de concentration. Et ils aboutissent évidemment à une limitation des courants que l'on peut obtenir. Et ces effets, en fait, ils sont très différents selon qu'on a affaire à un nanopore unique ou un trou unique qui va agir comme un point source dans un réservoir à 3 dimensions, ou que l'on considère des membranes qui vont être donc des objets à 2 dimensions et qui vont se déverser dans un réservoir qui, lui, n'a toujours que 3 dimensions. Donc, dans le cas du nanopore unique, le gradient va être coupé ici très efficacement avec une taille typique qui va être la taille du nanopore, alors que dans le cas de la membrane, ce qui va couper ici la concentration de polarisation va être une longueur qui va être construite sur, par exemple, une longueur de couche limite hydrodynamique. Et donc, il y a facilement des ordres de grandeur de 10 puissance 3, 10 puissance 5 entre ces tailles de l'ordre du nanomètre et puis les tailles ici macroscopiques dans le réservoir. Et des auteurs ont attribué ici la perte de puissance que l'on observe en fait dans les membranes à ces effets en fait de jonction entre le fluide à nanoéchelle qui sort du nanopore et puis le réservoir macroscopique. Donc par exemple en prédisant que quelle que soit la qualité du pore que l'on utilise, on va limiter ses possibilités par des tailles macroscopiques. Voilà. Donc je veux conclure ici sur le fait que les liquides confinés
l'hydrodynamique des liquides confinés est régie par des lois macroscopiques qui sont assez robustes jusqu'à des échelles qui sont très petites, mais qu'ils sont également soumis à beaucoup d'interactions, des interactions avec les surfaces confinantes et également des interactions avec les réservoirs macroscopiques avec lesquels ils sont interfacés, et que ça donne une phénoménologie très riche et très complexe, mais à la fois très intéressante. Voilà, je vous remercie de votre attention.